Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, député européen. Renaissance, spécialiste des questions internationales. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler des questions européennes, Bernard Guetta, elles sont nombreuses, mais d'abord un mot sur cette idée de François Bayrou qui envisage donc un référendum sur le budget alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'économies. Est-ce que c'est pas l'exemple typique de la fausse bonne idée ? Mais écoutez, non. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. L'idée me surprend et me séduit en même temps. Elle me surprend parce que convoquer un référendum, c'est une initiative constitutionnellement parlant réservée au président de la République, pas au Premier ministre. Cela étant, le Premier ministre peut suggérer une idée au président de la République. Bon, on verra. Mais pourquoi est-ce qu'elle me séduit ? Parce que nous avons des choix de fond à faire sur les dépenses publiques en France. Il ne s'agit pas de raboter un peu là, etc. Non, écoutez, 40 milliards, c'est un problème structurel. C'est un problème structurel. Et il faut poser la question aux Français, écoutez, où voulez-vous investir en priorité ou acceptez-vous de faire un recul significatif des dépenses? Et par exemple, il y a une grande question qui va se poser, ce qu'on appelle en France le millefeuille administratif. Les régions, le département, etc., etc. Il y a, à mes yeux en tout cas, je sais que c'est une question très discutée, très polémique, comme on dit, mais je crains qu'il y ait trop d'étages administratifs en France, qu'on doublonne et qu'il y ait là, qu'on doublonne ou triplonne ou quadruplonne, et qu'il y ait là... Donc il faut supprimer des collectivités pour vous ? Il faut supprimer des collectivités ? Je le crois. Lesquelles ? Je le crains. Je ne vais pas m'engager là-dedans. Je suis un spécialiste, vous le disiez tout à l'heure, des questions internationales plus que des questions nationales. Mais précisément, ça me donne un recul. Écoutez, je vois bien qu'il y a trop d'échelons administratifs et que cela occasionne trop de dépenses. Mais pour en revenir à l'idée du référendum, quelles questions on pourrait poser aux Français et aux Françaises ? Je ne sais pas. Effectivement, c'est la difficulté. Avec le risque que les gens répondent non parce qu'ils en ont marre du pouvoir. Alors il y a toujours ce risque effectivement qu'on réponde non à celui qui pose la question plutôt qu'à la question. C'est toujours le risque avec le référendum. D'un autre côté, écoutez, François Bayrou sait tout cela aussi bien que nous. S'il a avancé cette idée, c'est peut-être qu'il a... En tout cas, je l'espère, qu'il a en tête une formulation et qu'il a en tête... En êtes-vous bien sûr ? Non, je le suppose. Et deuxièmement, qu'il a en tête la nécessité d'ouvrir le débat politique là-dessus. Mais vous pensez vraiment qu'il existera, qu'il verra le jour ce référendum ? Écoutez, peut-être, parce que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et moi, je n'exclus pas que le pays s'intéresse, voire se passionne pour ce débat. Oui, alors en même temps, vous avez cette idée de François Bayrou sur le budget, mais il a également sollicité le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, pour l'organisation d'un débat national sur qu'est-ce qu'être français, qui ne prend pas plus que ça. Vous avez le président de la République qui, lui, vendredi, a dit qu'il voulait mobiliser une convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Mm-hmm. À quoi joue l'exécutif en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de démultiplier il me semble, si j'ose dire, vu de Bruxelles, vu de loin, il me semble que tous les responsables politiques aujourd'hui sont conscients du fait que le pays est très très loin des débats et des enjeux politiques. Qu'il faut, réenclencher le débat national. Et quand le président de la République parle d'un débat, donc effectivement, sur les rythmes scolaires, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le fond, il a raison. Moi, je suis père et grand-père, et il y a maintenant quelques 35 ou 40 ans que je suis effaré par le rythme scolaire en France. Et c'est une vraie question. Alors, vous voyez les choses, vous voyez le verre à moitié plein, très bien. Oui, c'est vrai. Mais il y a le verre à moitié vide qui consiste aussi à dire que, finalement, si l'exécutif cherche à démultiplier ce type d'initiative, c'est aussi parce qu'on n'a toujours pas
de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on est dans une situation oui, bien sûr, où il y a un certain nombre de sujets, on ne peut pas avancer en fait. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale? Parce que le débat en France est en panne, parce que les grandes forces politiques, eh bien écoutez, sont très largement en panne d'idées, ou en tout cas de renouveau. Eh bien oui, il faut réinsuffler quelque chose. Et moi, je comprends cette... frénésie est un mot trop fort. Oui, mais enfin, disons-le, cette frénésie de débat, de référendum, etc., parce qu'il faut absolument qu'un vrai débat politique... Mais y compris dans votre camp, ça manque d'idées, ça manque de projets chez Renaissance? Écoutez, d'abord, moi, je n'appartiens pas à Renaissance, j'appartiens j'appartiens au groupe, oui, bien sûr. Mais si je n'appartiens à aucun parti politique, ce n'est pas par hasard non plus. Ce n'est pas par hasard non plus, parce que oui, il y a Renaissance et les partis de l'ex-majorité présidentielle, écoutez, incarnés à un moment donné, justement, cette quête, cette volonté de renouveau. Je ne crois pas être particulièrement cruel en constatant qu'ils n'y sont pas totalement parvenus. Ils y sont un peu parvenus. Parce que si aujourd'hui la France est tellement écoutée en Europe, eh bien, parce qu'elle est très écoutée en Europe, dans les autres capitales de l'Union, c'est parce que la France, par la voix d'un nouvel homme politique devenu président de la République, a mis le doigt, par le discours de la Sorbonne, il y a déjà longtemps, sur la réalité des problèmes européens. Donc il y a eu un renouveau. Il n'est pas complet, encore loin de là. Avant de parler d'un autre discours de la Sorbonne, c'est aujourd'hui, on va parler de l'actualité européenne. En Roumanie, d'abord, l'extrême droite qui est arrivée hier en tête du premier tour de la présidentielle. Le candidat eurosceptique obtient environ 40% des suffrages. Est-ce que c'est un échec pour le pro-européen que vous êtes? Est-ce que la montée de l'extrême droite en Europe est désormais inéluctable? Non, ça dépend des pays, ça dépend véritablement des pays. Deuxièmement, les extrêmes droites sont extrêmement divisées. Le candidat d'extrême droite, qui est vraiment d'extrême droite, qui est arrivé en tête hier soir en Roumanie, a des positions très ambiguës. Alors, il est contre le soutien militaire à l'Ukraine, il n'est pas contre l'Union européenne. Alors bon, il dénonce naturellement la bureaucratie qui ne le fait pas. Mais il ne se prononce pas pour un Roumanexit ou quelque chose de ce genre-là. Non, absolument pas. Donc, et puis attendons de voir s'il arrive au pouvoir, ce qui n'est pas encore joué. Naturellement qu'il y a aujourd'hui une forte probabilité qu'il remporte le deuxième tour. Il n'y a absolument aucune certitude pour autant. Absolument aucune certitude. Il a moins de réserve de voix que son adversaire. Il n'a pratiquement pas de réserve de voix. Tout dépend de la loyauté avec laquelle les forces européennes vont jouer le report de voix sur le candidat arrivé en seconde position. On va parler de l'Allemagne. Demain, Friedrich Merz deviendra officiellement chancelier. Mercredi, il sera à Paris avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va vers une relance du couple franco-allemand ? Complètement, bien sûr que oui. On y est déjà. Et non seulement on va vers cette relance, qui est déjà actée en fait, mais on va vers... la naissance d'une nouvelle Allemagne par rapport à l'Allemagne que nous connaissions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était absolument hostile pour des raisons historiques qui sont d'ailleurs qui était parfaitement honorable. Et donc, c'était une Allemagne hostile à toute idée d'une force militaire allemande. En plus, elle se reposait totalement sur le parapluie ou sous le parapluie nucléaire américain. Eh bien, cette Allemagne aujourd'hui veut investir non seulement dans sa défense, mais dans la défense commune de l'Union européenne. L'Allemagne qu'incarne le nouveau chancelier n'est plus du tout hostile à l'endettement pour l'investissement allemand, à la fois dans les infrastructures, ce qui est très important parce que les infrastructures allemandes sont très vieillissantes, très vieillissantes, et deuxièmement dans l'armement, et qui n'est très probablement pas hostile à un emprunt ou à des formes d'emprunt commun européens, précisément pour le réarmement commun de l'Union européenne. Donc c'est une toute autre Allemagne qui est aujourd'hui fondamentalement sur les mêmes positions que la France sur tous les grands dossiers.
Ce couple, comme on dit, va se rapprocher, et c'est déjà fait, de la Pologne. Vous savez que nous allons signer un traité, nous, Français, avec la Pologne cette semaine. Vendredi. Exactement, c'est un mouvement très général, très profond. Et ce trio franco-germano-polonais est sur la même longueur d'onde sur les grands dossiers que la Grande-Bretagne aujourd'hui. Et donc on voit très très bien un pôle de 4 capitales de l'Union européenne ou extérieure à l'Union européenne, mais toute européenne géographiquement et culturellement parlant, prendre les choses en main sur le vieux continent dont on assiste à la Renaissance. Est-ce que la renaissance du vieux continent sur un trio, non plus sur un couple franco-allemand, le trio France-Allemagne-Pologne, est-ce que cette stabilité retrouvée peut durer, sachant que Friedrich Merz, en fait, démarre son mandat avec un important déficit de popularité, une poussée de l'AfD, il y a une pression de l'extrême droite en Allemagne? Oui, il y a une pression de l'extrême droite en Allemagne. Mais va tenir dans la durée? Je dirais plutôt que oui, parce qu'il y a quand même un bloc qui va être assez solide, même très solide en vérité, entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne en Allemagne, et sur des sujets de fond. Et je ne vois pas l'AfD passer de ces quelques 30% actuels, c'est ça, à peu près, oui, c'est ça, ouais. Un petit tiers des voix à une majorité en Allemagne. Non, je ne le crois pas. Vous voyez qu'avec la Roumanie, dont on parlait précédemment, il y a quand même une montée générale au sein de l'Europe. Écoutez, il y a une montée générale, oui, c'est vrai, mais en même temps, toutes ces extrêmes droites, dans chacun de ces pays, sont très mal à l'aise avec Trump. Parce que Trump est impopulaire dans la quasi-totalité des pays européens et parfois extraordinairement impopulaire. Et donc, véritablement, se réclamer de Trump, c'est très dangereux pour les extrêmes droites. Or, elle n'avait jamais cessé de le faire jusqu'à ces dernières semaines. Se réclamer de Poutine, c'est devenu encore beaucoup plus dangereux parce que maintenant, Poutine met les gens très mal à l'aise. Or, ces extrêmes droites, dans leur globalité, pas leur totalité, mais dans leur globalité, c'était véritablement réclamé de Poutine. Donc, elles commencent à avoir un problème d'identité. Oui, elles sont fortes. Oui, elles montent. Pas partout. Mais enfin, elles montent. Globalement parlant, c'est certain. Mais elles montent sur quelle base? On ne le sait plus trop. Regardons en France, le Rassemblement national. Celui de Mme Le Pen et celui de M. Bardella, c'est pas du tout la même chose. M. Bardella, il veut jouer les grandes entreprises. Il veut jouer la respectabilité, il veut devenir un leader de la droite et non plus de l'extrême droite. En tout cas, c'est ce qu'il voudrait jouer. Madame Le Pen, c'est pas du tout ce pari-là. Vous évoquiez Donald Trump à l'instant. Là, on a aujourd'hui à la Sorbonne un événement qui s'appelle Choose Europe for Science. Le but du jeu, c'est d'inciter les chercheurs étrangers à venir s'installer au sein de l'Union européenne et notamment d'inciter les chercheurs américains à venir s'installer en Europe et singulièrement en France. Est-ce que la France est en capacité d'accueillir des chercheurs internationaux américains? Mais écoutez, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que, évidemment, nous n'avons pas d'argent. Nos universités ne sont pas toujours dans un brillant état matériellement parlant. Intellectuellement parlant, si, oui, bien sûr. Mais matériellement parlant, c'est une toute autre question. Donc, avec quel budget allons-nous payer ces chercheurs américains qui viennent en France? Écoutez, on peut tout. Il y aura des annonces aujourd'hui, a priori, sur cette question-là. Écoutez, oui, il y aura des annonces. Et c'est pas pour rien que la présidente de la Commission est là, parce qu'il va probablement y avoir... pas être grand clair pour le deviner, va probablement y avoir des annonces de financement européen et donc non pas du tout d'une captation de l'ensemble de ces chercheurs américains par la seule France, mais par l'Europe, par l'Union européenne, dans un mouvement coordonné. Espérons que notre pays en profite particulièrement, mais ça ne serait pas réaliste. Vous n'avez pas l'air très convaincu de la réussite de ce discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron? Si. Absolument. Ça restera des mots pour vous ou ça peut se transformer en acte? Non. Je pense que ça va se transformer en un mouvement important, mais il faut que ce soit un effort collectif de l'Union européenne. La France ne peut pas toute seule. Elle peut beaucoup,
mais elle ne peut pas tout toute seule. Il y a un déjeuner prévu à l'Élysée ce midi entre le président de la République et la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire, à votre avis, en dehors de Choose Europe for Science ? Les grands sujets en ce moment, c'est les sujets ne manquent pas. C'est le commerce, c'est Trump généralement parlant, c'est l'Ukraine spécifiquement, c'est la question du Proche-Orient, d'Israël-Palestine, parce que vous avez noté comme moi, bien évidemment, que le front se réenflamme en admettant qu'il ne se soit jamais apaisé, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il est encore... comment dire, il est en passe de prendre de nouvelles dimensions, à la fois en Syrie et au Yémen, avec la possibilité aussi d'une nouvelle incursion militaire par l'armée de terre israélienne dans la bande de Gaza. C'est pas encore une certitude, mais on en parle beaucoup à Tel Aviv, Jérusalem. Il y a des rumeurs très fortes là-dessus. On va parler justement de l'Ukraine, Stéphane. Oui, alors sur l'Ukraine, le Kremlin propose une trêve des combats en Ukraine de 3 jours à l'occasion des 80 ans de la capitulation allemande, donc ce serait du 8 au 10 mai inclus. Quel est l'objectif ? Il est très très simple. Pour M. Poutine, il réunit le président chinois, le président brésilien, une brochette d'invités. Il veut faire de cet événement un événement à sa gloire personnelle et à la gloire de la Russie. Et il ne voudrait surtout pas que les Ukrainiens visent des casernes, enfin des objectifs militaires en Russie. Donc il veut réussir son défilé du 8 mai. Voir Moscou et ternissent la fête. Donc il leur dit, oui, on fait une trêve pour les 3 jours de ma fête. Mais c'est un degré de cynisme absolument invraisemblable. Un degré de cynisme absolument invraisemblable. Et quand Zelensky répond, moi, mon petit camarade, je ne peux rien te garantir, écoutez, il a raison. On ne peut qu'applaudir. Enfin, on ne peut qu'applaudir. Est-ce que vous comprenez juste pourquoi Vladimir Poutine ne saisit pas la perche tendue par Donald Trump sur des négociations ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a là pour moi un mystère, parce que les Américains ne pouvaient pas offrir à Poutine un cadre de règlement aussi rêvé pour la Russie, et Poutine ne saisit pas cette perche. Alors, il y a une seule explication qui puisse me venir à l'esprit pour l'instant, mais je peux certainement me tromper. Mais enfin, la seule explication qui me vient à l'esprit pour l'instant, elle est assez terrifiante. C'est que Poutine se dise, mais Trump est en train de se noyer, mais Trump est en train de perdre sur tous les tableaux. Trump a défait le camp occidental, et donc je peux tout me permettre. Si c'est ça, ça fait froid dans le dos. Si c'est ça, ça fait froid dans le dos, à l'heure où le président chinois va être reçu cette semaine en grande pompe à Moscou. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle alliance ? Elle existe déjà. Elle existe déjà, mais elle serait confirmée, parce que jusqu'à présent, les Chinois soutenaient Moscou, mais avec beaucoup de prudence sur des choses essentielles. Les Chinois n'ont jamais reconnu l'annexion de la Crimée, parce qu'ils sont fondamentalement, totalement hostiles aux modifications de frontières, pour une raison au moins, qui est Taïwan. Parce que si on peut séparer la Crimée de l'Ukraine, pourquoi pas Taïwan de la Chine ? Est-ce que ça veut dire que tout espoir de paix durable entre l'Ukraine et la Russie s'éloigne ? Je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être devin. On est dans un moment de grande incertitude, de grande incompréhension. On en parlait à l'instant, parce que je ne vois personne qui propose aujourd'hui une explication rationnelle de ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Dans la tête de Trump, on a annoncé depuis longtemps. Mais dans la tête de Vladimir Poutine, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, moi, malheureusement, je suis obligé de dire souvent, je ne sais pas. Mais est-ce que vous craignez que Donald Trump, qui au début disait régler le conflit en 24 heures, puis qui après avait l'objectif de ces 100 jours, il n'en a rien été ni pour l'un ni pour l'autre, du coup se désengage complètement de toute aide à l'Ukraine et tourne la page de ce conflit ? Et est-ce que les Européens pourront compenser ?
Oui, bien sûr que les Européens pourront compenser, pas totalement. Probablement pas. Pas budget par budget, type d'armement par type d'armement, mais compenser, oui. Enfin, nous ne sommes ni les plus pauvres du monde, nous avons des difficultés financières, c'est le moins qu'on puisse dire, tous dans l'Union européenne. Enfin, nous ne sommes pas quand même les plus pauvres du monde. Nous avons des capacités d'emprunt, nous avons des capacités de mobilisation financière. Et puis, vous connaissez l'expression aussi bien que moi, à la guerre comme à la guerre. Si on est réellement obligé de faire front, nous tous les Européens, contre Poutine et sans plus de protection américaine, eh ben, on trouvera... Vous pensez que les États-Unis vont lâcher, que Donald Trump ne s'occupera plus de ce conflit ? Ne s'occupera plus de l'Ukraine ? Ouais. Écoutez, si Vladimir Poutine ne lui tend pas la perche et ne lui permet pas de sauver la face, le seul moyen pour lui de ne pas perdre totalement la face, c'est de dire « Ah ben non, écoutez, vraiment, ils sont impossibles, je m'en désintéresse ». Mais ça sera un échec de Trump, mais un de plus, absolument spectaculaire. Parce que Trump ne réussit qu'une seule chose, casser. Alors ça a cassé, il est le champion du monde. Enfin, il a cassé la relation atlantique entre les États-Unis et l'Europe, pas seulement l'Union européenne, mais véritablement l'Europe. Il a cassé profondément le fonctionnement du commerce international, c'est-à-dire quand même l'économie mondiale. Il a cassé, mais profondément, l'image des États-Unis dans le monde. Qui, à droite, à gauche, au centre ou ailleurs, a aujourd'hui confiance dans les États-Unis ? Personne. Plus personne. Écoutez, vraiment, c'est un échec absolu. C'est un échec. Donc ces 100 absolu. jours sont un échec pour vous ? Bien sûr que oui. Et attendez, les 200 jours, alors là, n'en parlons pas. Une dernière question, Stéphane. Une question sur le conclave du Vatican qui démarre mercredi après-midi. Je ne suis pas vaticanologue. Oui, mais vous avez sûrement un avis par rapport à la question que je vais vous poser. En fait, le choix du nouveau pape aura-t-il une incidence sur l'équilibre du monde ? Direct, non. Mais indirect, bien sûr. Écoutez, faisons un peu d'histoire très contemporaine. Est-ce qu'on pourrait dire que l'élection de Jean-Paul II, du pape Wojtyła, n'a pas eu d'influence sur le monde? Certainement pas. Elle a eu une influence énorme, considérable, énorme. Est-ce qu'on pourrait... C'était vrai du pape François aussi pour vous? Ah, moi je le crois aussi. Je le crois aussi, parce qu'il a fait souffler un vent de modernité, ou de modernisation, peut-être qu'il faudrait dire, très très important sur l'Église catholique. Et je pense que contrairement à ce que l'on pense et dit trop souvent, il n'a pas affaibli l'Église. Je crois qu'au contraire, il a resserré ses rangs en la remettant dans le siècle. Merci beaucoup. Merci Bernard Guetta. Merci d'avoir été notre invité. Stéphane, la une de Ouest France, grève à la SNCF. À quoi s'attendre cette semaine? Merci Stéphane. À la semaine prochaine. On passe tout de suite au Club des Territoires.